Mots parleurs, saison 2, épisode 12. Nous sommes à la médiathèque, rattachée au service des troubles du comportement alimentaire, à l'hôpital Salvatore à Marseille. Dans cet épisode, vous entendrez Charlotte, Lola, Louise, Pietra, Louise et Victoire. elles se sont réunies à l'été 2024 lors de plusieurs ateliers animés par Cédric Fabre, afin de lire et commenter des extraits du livre Winnow Park de Antoine Doll. paru aux éditions Actes Sud. Ensemble, elles ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette deuxième saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature française en lien avec la question du corps, thématique inspirante des Nuits de la lecture 2024. Ce projet est une création originale du Centre national du livre. Et on va traverser le livre avec plusieurs passages, plusieurs discussions, mais on va commencer par un passage qui est au début du livre et finir par un passage qui est à la fin du livre. Tu veux commencer, Lola ? Est-ce que du coup on fait comme hier où on lit chacune une phrase ou est-ce que je lis tout le passage ? Moi, j'aimerais bien que tu lises tout le passage. Pourquoi c'est mieux que tu lises entièrement ? Parce que plus tu entrais dans le passage, plus tu y étais. C'était pas fractionné. Et ça faisait une très belle lecture, je trouvais. Et cette vie, est-ce qu'elle m'appelle ? Je reste assise dans mon coin, mon bento posé à côté de moi. Je ramène mes genoux contre ma poitrine. J'aimerais être comme cette petite fille qui joue à quelques mètres de là, l'âme affamée de rêve et d'envie. Elle croque à pleines dents dans un daifuku et sourit en découvrant la fraise cachée à l'intérieur. J'étais comme elle, il y a longtemps de cela. Mais ce que j'ai appris, c'est que cette vie nous transforme. Si l'on ne fait pas attention, elle met dans notre tête des pensées qui ne sont pas les nôtres. Oui, cette vie a tout fait de nous changer, de nous éloigner, de nous transporter loin de nos vérités. Il faut se battre pour exister, être soi, s'accomplir. J'étais cette petite fille parfaite, qui sourit, qui ne dit rien, même quand le dedans a mal. Des contorsions, toujours. Ne jamais être un obstacle, dire oui, obéir, faire ce qu'on attendait de moi. Ne pas être une difficulté. Mais pour chaque sourire, j'avais une larme. Pour chaque victoire, une défaite. J'étais cette petite fille parfaite, oui, mais prête à m'effondrer. J'ai consacré toute mon énergie à tenter de faire tenir debout mes morceaux et mes fracas, jusqu'à m'enterrer avec eux, dans le noir, pour que personne ne les voie. J'avais honte de moi, honte de m'être perdue sur un chemin si simple. J'étais en colère contre tous ceux qui n'avaient rien fait pour m'en empêcher. Ce passage, je trouve que ça représente un peu ce que j'ai pu... je me retrouve dans le personnage de cette jeune fille qui s'est perdue sur le chemin en fait, de l'adolescence et qui a toujours voulu être parfaite et qui finalement, en voulant faire plaisir aux autres, disons, elle finit par se perdre elle-même et plus savoir qui elle est. Elle montre une vraie détermination à l'idée de retrouver cette... Parce que finalement, dans l'histoire, elle reste 2 ans enfermée dans sa chambre, puis après, là, elle sort et elle redécouvre la vie et elle est déterminée à recommencer à zéro. Et cette détermination, ça me fait dire que nous-mêmes, il faut trouver notre détermination à nous pour commencer notre vie à zéro et pour repartir sur un bon chemin et guérir de tout ça. Finalement, elle, s'enfermer dans sa chambre, c'est un peu comme nous s'enfermer dans nos troubles du comportement alimentaire. Ici, c'est comme si on faisait une pause et que nos troubles du comportement alimentaire nous empêchent d'avancer, nous empêchent de grandir. Et finalement, quand on sera guéri, on va peut-être retrouver cette petite fille qui arrivait à se faire plaisir, qui arrivait à vivre, à être joyeuse finalement. Cette histoire, que la nature nous récite depuis des siècles, est un rendez-vous pour ne pas que l'on oublie. Elle nous raconte, dans son langage végétal, que tout pourrait être différent, que chaque instant est une opportunité à saisir, un sourire à donner,
une porte à franchir, un cœur à explorer, une vérité à dire, un avenir à vivre. Il s'agit juste de s'ouvrir, d'éclore, accepter d'être parmi ces milliers de fleurs semblables en tout, à la fois uniques et singulières, libres. Et le reste, c'est cet arbre immense qui le porte. Le poids de nos espoirs comme de nos doutes, de nos rêves et de nos combats. Rien de tout cela n'est vain. Ce n'est ni un début, ni une fin. Chaque parole que l'on prononce est un recommencement. Et notre vie, un cadeau éphémère que cet univers a à saisir, pour peu qu'on la lui offre. Donc je trouvais que ce deuxième extrait résumait bien la pensée de l'extrait qu'on a lu précédemment. Parce que la métaphore, par exemple, d'une porte à franchir montre bien qu'il faut qu'on se batte, il faut qu'on lutte contre cette maladie pour recommencer à nouveau et pour que le poids de nos espoirs, comme de nos doutes, de nos rêves et de nos combats finisse par être un renouveau, quelque chose le début de notre vie, de notre réelle vie. Donc je trouvais ça magnifique, que ce soit en termes de littérature ou des métaphores utilisées. Et l'emploi de la nature était aussi quelque chose de très beau. Et pour en faire un lien avec un autre extrait qu'on va lire après, il y a aussi l'idée d'être cette femme parfaite, cette femme obéissante. Et donc dans l'extrait que va lire une autre personne, on va retrouver toute cette lutte et ce féminisme qu'on peut retrouver au Japon chez certaines jeunes femmes qui veulent se libérer du pouvoir patriarcal un peu, si c'est le bon terme. Donc voilà. Je raconte au fils ce qu'il s'est passé hier quand j'ai demandé de l'argent à ma mère pour acheter de quoi venir pique-niquer aujourd'hui. Elle m'a tendu un paquet de riz en me disant « Comment veux-tu nourrir ton mari si tu ne sais pas te servir d'un autocuiseur ?» J'ai pensé « Il n'aura qu'à se faire à manger tout seul. » Pourquoi ce n'est pas ça la réponse la plus évidente? Chaque soir, quand je rentre à la maison, ma mère est là, le nez dans ses fourneaux. Épuisée par sa journée de travail, elle cherche encore à satisfaire mon père, qui s'en fiche bien, lui, de ce qu'il pourrait faire pour lui être agréable. Elle passe d'un rôle à l'autre, toujours exemplaire, solide et sans jamais se plaindre. Je devrais l'admirer, mais ce n'est pas le cas. J'ai pitié d'elle. Je ne veux pas devenir comme elle, ce cliché de la femme japonaise qui porte tout sur ses épaules. J'aimerais voir la rage en elle. J'aimerais voir le refus, l'ennui. J'aimerais qu'elle existe plus fort et m'apprenne à hurler cette même colère qu'on se transmet d'une femme à l'autre, comme un gène endormi. Parce qu'être des filles calmes et douces, c'est tout ce qu'on attend de nous depuis l'enfance. Ce vivier de bonnes épouses, d'employés dévoués, nous regorge les écoles et les lycées pour filles. Des générations de femmes dressées, muselées, cadenassées pour que des générations d'hommes dirigent, décident et gardent le pouvoir. Est-ce que c'est tout ce qu'on nous souhaite? Moi, je ne veux pas de ça. Est-ce que tu l'entends, Tokyo? Ta jeunesse qui gronde et qui n'a plus peur de toi. Nous ne serons plus tes épouses dociles. Nous ne serons plus silencieuses. Nous ne nous laisserons plus faire. Être une fleur, oui, mais pas une parmi des milliers. Chacune à son tour devrait être fêtée. Nous refermons tous cette vérité-là. Chacun de nous est porteur d'un espoir. Nous sommes tous un printemps, et si l'on se tenait côte à côte et main dans la main, cette magie-là ne s'arrêterait jamais. Elle serait éternelle. Pendant que Shigeru installe le trépied, des filles s'approchent de moi. L'une d'elles me demande où j'ai acheté mon fard à paupières, sans moquerie. Elle me trouve beau. Elle me demande comment me suivre sur Instagram. Elle me répète que je suis beau encore, et je retrouve ma place au milieu de ce grand tout. Je suis une fleur et je m'ouvre au regard de cette foule. Je me sens plus proche de moi que je n'ai jamais été. Dans ma vérité, Shigeru retire le cache de l'objectif. Je prends la pause. Au milieu de Ueno Park, plus personne ne peut m'ignorer. Je suis un météore. Alors moi j'ai trouvé ce texte très touchant parce qu'on avait une discussion avec une autre fille et elle disait plutôt que ce jeune garçon, il se cachait. Alors que moi, je trouve plutôt que c'est une manière de s'affirmer et de se chercher, parce qu'à cette période-là, de l'adolescence, on essaie de se trouver, de savoir un peu notre personnalité. Et là, il prend un petit peu confiance. C'est le début d'un long chemin, du chemin vers l'adulte. Et il prend confiance, il reçoit des commentaires agréables. Et ça lui plaît de se faire beau, de se sentir beau. Et je pense que c'est une manière de s'affirmer. Et qu'elle est bonne à prendre, cette manière.
Moi, je vois ça différemment. Je vois plutôt que derrière ce maquillage, il se cherche encore et donc il se cache en se maquillant. Après, oui, d'une certaine manière, c'est pour lui une façon de s'affirmer, mais également de se montrer. Et je pense qu'il cherche à attirer l'attention parce qu'il se sent perdu dans l'adolescence. Et après, je trouve ça très intéressant et je suis d'accord d'un certain point de vue que le maquillage, c'est sa manière de vivre et de commencer à nouveau. Et je trouve que la métaphore, encore une fois, en utilisant l'allégorie de la nature avec la floraison, est très agréable à entendre. Parce que c'est vraiment l'idée de la fleur qui s'ouvre et qui devient adulte. Mais pour cela, il doit passer par se cacher derrière un maquillage avant de pouvoir s'affirmer vraiment comme il est lui-même. Donc c'est là-dessus où j'étais pas trop d'accord, mais je trouve que c'est plutôt une phase de transition plutôt qu'une phase, je saurais pas trop comment dire, mais voilà. Moi je trouve que oui, c'est une façon de se chercher, mais peut-être qu'il s'affirme justement avec le maquillage parce que il se trouve avec le maquillage et pour moi c'est tout aussi sa personnalité, c'est pas se cacher, mais simplement montrer vraiment qui on est, parce que y en a qui s'aiment sans maquillage, il y en a qui s'aiment avec et c'est trouver sa personnalité aussi. Mais c'est sûrement une phase de transition, ça je suis d'accord. Page 12. Parfois j'entends papa, de l'autre côté du mur, qui dit que je suis lâche et qu'il vaudrait peut-être mieux que je sois morte. Il pourrait dire aux autres que sa fille unique n'est plus là. Que c'est triste, car elle aurait sans doute pu accomplir de grandes choses. Morte, ma vie aurait plus de sens, à ses yeux, que ce gâchis que je l'oblige à contempler chaque jour. Mais je ne suis pas morte, même si je ne suis plus tout à fait vivante. Je suis interrompue. C'est arrivé, c'est tout. Je n'ai rien décidé, je n'ai rien voulu. J'allais bien, et la seconde d'après, j'étais cassée. Une cassure qui ne se répare pas. J'étais renoncée. À ce monde qu'ils enfonçaient jusque sous mes paupières, et auquel ils me demandaient de prendre part. Aux rêves qu'ils formulaient à ma place, aux désirs qu'ils plantaient en travers de moi. Je n'étais pas celle qu'ils attendaient, pas celle qui pourrait répondre à leurs souhaits, pas celle qui les rendait fiers. Je n'étais plus leur fille. Alors tout à coup, je n'étais plus personne. T'as une belle voix, t'as une voix douce. Ouais, j'aime trop. Et puis tu l'as fait sans qu'on ait... j'ai pas l'impression qu'on ait insisté trop. On dirait un message à tes parents. Ouais. Note de l'auteur. Hanami est une tradition qui s'étend du mois de mars au mois d'avril, pendant laquelle Japonais et touristes se pressent dans les parcs pour observer et contempler la floraison des cerisiers japonais. C'est un rituel attendu, festif, qui anime les différentes régions au fil des semaines. Sakura, le sakura est l'autre nom que l'on donne au cerisier japonais. C'est un cerisier qui ne produit pas de fruits, mais des fleurs rose pâle, très délicates et fragiles, qui ne fleurissent que quelques jours ou semaines, avant de laisser place à de magnifiques feuilles vertes. Le livre lui-même, il faudrait en parler. Trouver un moyen peut-être de le résumer, de parler de certains personnages qui ont été marquants. L'idée, c'est de quoi il s'agit, c'est quoi cette histoire, puisque c'est pas vraiment un roman, il n'y a pas une intrigue. Le roman Ueno Park raconte l'histoire de plusieurs adolescents qui vivent à Tokyo, pas au même endroit, ils ne se connaissent pas. Et pourtant, tous, ils ont une similitude, c'est qu'ils ont un passé qui est, pour la plupart du temps, assez triste, et où soit ils se renferment sur eux, soit ils vont bientôt mourir, ou encore ils se cherchent et se trouvent à travers le maquillage. Et au Japon, il y a une journée particulière qui s'appelle le Hanami, me semble, et qui est une journée où les fleurs du sakura prennent vie, mûrissent, je sais pas, j'ai pas le terme, éclosent. Et donc cette journée est très spéciale au Japon, et c'est une journée où beaucoup de Japonais se rassemblent dans ce parc, Ueno Park. Et ça va être le cas pour ces différents adolescents qui vont se retrouver et en découvrant la nature et la beauté de ces sakuras et de ces fleurs, vont également trouver une source d'espoir,
une source de renouveau et d'un nouveau départ finalement. Après, bien sûr, il y en a pour d'autres, c'est un moyen de se souvenir, un moyen de se rappeler, comme pour le jeune homme qui est en chaise roulante, qui va bientôt décéder. C'est un moyen de laisser une trace à sa sœur de son passage, en lui rappelant que cette journée où elle l'a amené à ce parc, c'est une journée qui l'a rendu très heureux et donc c'est un moyen pour elle de se souvenir à jamais de son frère. Et donc ce livre est une source d'inspiration pour de nombreux points, que ce soit pour l'espoir qu'il projette ou que ce soit pour les différentes métaphores qu'il utilise. C'est donc un livre qui est plein de ressources et qui est écrit de manière très poétique et que j'ai pu apprécier pour son lyrisme. Donc voilà. Les gens arrivent par grappes dans le parc. Ils s'enfoncent dans les allées sans trop savoir où s'arrêter, ne prennent pas la peine de lire les panneaux qui indiquent le chemin à suivre. Tout est bien expliqué pourtant, tout est toujours bien expliqué, où que l'on aille. Le quotidien tokyoïte n'est qu'un coloriage impossible à rater, pas de débordement possible. Suivre les traits, longer les courbes. Depuis que nous avons aménagé ici, on passe notre temps à ça. Prendre des trajectoires fléchées qui ne s'entrechoquent pas. C'est ce qui rythme le ballet étrange des corps à travers Tokyo, une distance de sécurité entre les âmes. Ceux qui s'égarent sont ceux qui s'aventurent dans ce minuscule interstice de surprises et d'imprévus qu'on ne décèle même plus à force de vivre ici. Dans ce moment de solitude, je suis assis là, comme sur le contour des choses, ni tout à fait dedans, ni vraiment en dehors. Je porte des vêtements que je n'ai pas choisis, et je prétends être quelqu'un que je ne suis pas. Est-ce que tu as été à Ueno Park ? Oui, j'y ai été et c'était splendide. Et j'y étais pendant les fleurs des cerisiers juste d'ailleurs. Raconte-nous. J'ai pas grand chose à raconter à part que oui, c'est une expérience qui est vraiment incroyable parce que déjà il y a tous ces Japonais, il y a beaucoup de touristes, il est vrai, c'est ennuyeux. J'ai été touriste aussi donc je peux pas trop dire ça, mais bon. Mais c'était impressionnant de voir toutes ces familles réunies dans ce parc à contempler les fleurs. Et moi, c'était dommage parce que c'était vraiment la fin, mais c'était très intéressant. Et c'était vraiment magnifique. Donc vraiment, je vous conseille ce voyage. Depuis quelques jours, mon corps s'arrête, des courts-circuits de plus en plus fréquents. Plus rien ne fonctionne. D'abord, j'ai eu des douleurs dans le ventre, puis dans la poitrine. La fatigue est partout à présent. Je ne pensais pas qu'une vie qui s'arrête se défait par un coup, comme une panne moteur qui n'en finit pas. J'ai eu le temps de réfléchir à ça, à la façon dont les choses allaient se passer. Je vais fermer les yeux, je vais m'endormir. Je vais juste m'endormir. J'ai laissé les pensées tristes partir avec les premières larmes. Ça fait longtemps que je me bats contre la leucémie. Les docteurs ont dit que c'était bel et bien fini à présent. Je ne sais pas si on accepte l'idée de mourir, mais j'ai accepté que tout cela s'arrête. Cette bataille contre mon corps. Mon cœur et mes pensées ne peuvent pas le raisonner. Et cette douleur que je traîne, elle semble contagieuse. J'ai regardé papa et maman. Ils étaient en larmes, tandis que le docteur expliquait ce qui allait se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je n'ai plus envie de ça. Je vais partir, et tout ce vide que je laisse, il faudra le remplir de choses merveilleuses. Moi j'ai pas lu le livre, mais je suis tombée dessus comme ça et je trouvais que c'était un beau texte. C'était joliment dit dans la façon d'écrire. C'est poétique, j'ai bien aimé. Après c'est un peu trop triste à mon goût, mais c'est un joli texte. Moi je trouve que ce qu'a dit Louise, c'est un peu comme ce qu'on vit nous. Le docteur, il dit qu'il se bat contre la leucémie. Nous c'est un peu comme si on se battait contre notre maladie et je trouve ça intéressant. Et il dit aussi qu'il est triste, qu'il est fatigué, c'est un peu aussi ce qu'on vit nous par rapport à la maladie au TCA. Après nous on va pas mourir. Non, nous on va pas mourir. Non mais précise-le quand même parce que... Non, parce que nous on a été pris en charge. Oui, voilà. On a été pris en charge donc on va pas mourir, mais des fois ça existe qu'il y en a qui meurent à cause de l'anorexie mentale. Oui. Donc ça me fait penser vraiment réellement au livre. Parce que l'anorexie, c'est la maladie mentale la plus dangereuse. Toute pratiquement, je serais pas à la mort de faim. Donc l'anorexie peut venir à la mort comme dans ce livre, mais on a été pris en charge assez rapidement. Donc
Là-bas, cette jeune fille en fauteuil roulant qui file pour rattraper le temps perdu. Est-ce qu'elle trouvera ce qu'elle cherche au bout de son chemin? Et cette lycéenne qui attend sur une bâche en plastique. Elle a disposé devant elle des choses à manger. Ce qu'elle attend ici, seule, au milieu de la foule, reste un mystère, et pourtant j'entends son cœur battre pour crier son amour. Celui qu'elle attend viendra-t-il à leur rendez-vous? Plus loin, ce garçon qui porte une perruque et une robe fluo, plus ancré dans ce sol que je ne le saurai jamais. J'admire son courage, crier sa liberté dans un monde qui veut que nous soumettre. Et je crois en sa force et en ce qu'elle me transmet. Ou celui-ci, qui regarde sa mère du coin de l'œil. A-t-il peur de la décevoir? Est-ce qu'il est sur le point de changer sa vie à jamais? Tous ces gens dont je ressens les doutes, la peur, l'amour, la force, ce qui nous lie, ce qui nous rassemble, cette lumière qui se loge en chacun de nous. Je sais que nous vivons la même émotion à cet instant. Nos cœurs apprennent à se parler sous les cerisiers en fleurs de Ueno Park. Ce qui guide nos pas n'est jamais tout à fait un hasard. Ces chemins que l'on prend, ces routes sur lesquelles la vie nous entraîne et qui ne mènent qu'à nous. Nous ne sommes les étrangers que d'un instant. Un instant de solitude, de peur, d'inconnu. Un sourire nous en délivre, une parole, un geste. Pour exister au creux de l'autre, se lier. Nos vies ne sont peut-être que des printemps éphémères, mais elles éclairent tant de possibles. Il ne tient qu'à nous que la magie soit partout. Faisons-nous une promesse, Ayumi, tu veux? Laquelle? Notre vie? La tienne et la mienne? Oui. On n'a qu'à dire qu'elle commence aujourd'hui. C'est une belle lecture. Du coup, juste pour dire pourquoi j'ai choisi cet extrait, ce dernier extrait se situe à la fin du roman et c'est un jeune homme qui est très jeune, qui a à peine 16 ans et qui est SDF, qui vit dans la rue pour pas que sa mère soit trop endettée et qui va voir finalement tous les personnages qu'on a rencontrés au fil du roman, ces 8 adolescents aux parcours différents qui se retrouvent tous à Ueno Park sans même se connaître, sans même s'être rencontrés une seule fois. Donc ce jeune homme ne veut pas être un poids pour sa mère finalement, parce qu'ils ont perdu leur père qui est parti, et sa mère se retrouve seule à élever 2 enfants, et au Japon on sait que ça peut être très compliqué, et lui il en peut plus d'être un poids finalement pour sa mère, et décide de partir et de se retrouver SDF dans le parc de Ueno Park. Les 2 personnages se rencontrent, et ce deuxième personnage c'est Ayumi. Donc Ayumi, son parcours est très intéressant également parce que c'est l'histoire de cette jeune fille qui en essayant d'être parfaite, en essayant d'accomplir les rêves de ses parents finalement, et en finissant première de sa promo même, elle finit par s'isoler parce qu'elle se pense qu'elle ne sera jamais assez parfaite pour ce monde, et elle s'enferme dans sa chambre pendant 2 ans. Et après avoir découvert une fleur de cerisier qui était en train de faner dans un livre, et cette fleur de cerisier représentait son grand-père décédé, elle décide de retourner dans ce parc pour la première fois depuis 2 ans, de sortir de sa maison, de sortir de sa chambre. Et c'est là où elle fait leur rencontre avec ce jeune homme, ce jeune SDF, et à partir de ce jour-là, ils vont commencer une nouvelle vie, à partir de ce printemps, à partir de cette première floraison. Ces chemins que l'on prend, ces routes sur lesquelles la vie nous entraîne et qui ne mènent qu'à nous. Nous ne sommes les étrangers que d'un instant. Un instant de solitude, de peur, d'inconnu. Un sourire nous en délivre, une parole, un geste. Pour exister au creux de l'autre, se lier. Nos vies ne sont peut-être que des printemps éphémères, mais elles éclairent tant de possibles. Il ne tient qu'à nous que la magie soit partout. Faisons-nous une promesse. Ayumi, tu veux? Laquelle? Notre vie, la tienne et la mienne, oui? On n'a qu'à dire qu'elle commence aujourd'hui. Et donc ce dernier passage est, je trouve, magnifique parce qu'on a cette rencontre entre ces 2 personnages.
où ils se font la promesse de commencer à nouveau et ils voient dans leur regard leur douleur, leur parcours de vie très difficile et ils se reconnaissent à travers un simple regard. Et je trouvais ça très fort en émotion et que c'était vraiment très émouvant. Mais on nous laisse une certaine liberté qui, je trouve, est incroyable parce que finalement, on peut s'imaginer ce qu'on veut et on peut s'imaginer que la fin est heureuse. Et ainsi, ça nous donne un sentiment d'espoir face même à nous-mêmes, à nos problèmes. C'est-à-dire que même si là, en ce moment même, on est dans une maladie, on a une porte de sortie et qu'elle n'est pas... Elle est là, il faut juste qu'on la trouve et il faut qu'on l'ouvre. Et donc je trouve très intéressant cette fin qui n'est pas réellement une fin finalement et qui est le pouvoir de la fiction et que je trouve très beau. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'espace Arthur, rattaché au service de psychiatrie infanto-juvénile à l'hôpital Salvatore, de l'APHM, Assistance publique Hôpitaux de Marseille, accompagné par Cédric Fabre. Voix du générique, Solal Bigelogre, finaliste 2023 du concours Si on lisait à voix haute, prise de son et montage, Benoît Artaud.